для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuel Hériard et vous écoutez Récit stratégique, un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs, dédié à l'analyse et à la narration des conflits armés contemporains. Cette première saison se consacre à l'étude de la guerre dite de 66 jours, ayant opposé en 2024 le Hezbollah à Israël dans le cadre de la guerre de soutien à Gaza après l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en 2023. Un récit stratégique s'appuie non seulement sur le narratif et la connaissance de l'organisation qui a mené ce combat, en l'espèce le Hezbollah, dont j'ai pu rencontrer en septembre 2025 un membre de son état-major militaire. Et afin de mettre en perspective ces propos, plus d'une quinzaine de chercheurs et d'analystes vont aussi intervenir au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire. Vous écoutez ici un hors-série autour de ce documentaire, en cela que nous avons décidé de diffuser aussi toutes les interviews in extenso afin de permettre d'aller plus loin, au-delà des coupes essentielles à la réalisation d'un tel projet. Pour parler du Hezbollah, des raisons et du contexte de sa création, mais aussi de son évolution politique et militaire jusqu'en mai 2000, je reçois aujourd'hui Walid Shahara, journaliste libanais et analyste en relations internationales. Bonne écoute. Walid Shahara, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste des questions internationales. Vous avez couvert la question libanaise, palestinienne et bien d'autres questions dans de nombreux médias, aujourd'hui dans le quotidien libanais Al-Akhbar. Et vous avez été l'auteur, avec Frédéric Daumont, d'un livre dans sa dernière édition augmenté en 2006 sur le Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste. Je vous reçois aujourd'hui dans le cadre de ce podcast sur le conflit ayant opposé Israël au Hezbollah en 2023-2024. Je vous reçois afin de comprendre un peu plus par l'intérieur le Hezbollah, vous qui êtes un fin spécialiste de la question. Et je souhaiterais tout d'abord qu'on aborde, pour que nos éditeurs comprennent mieux, ce que sont les racines du Hezbollah. Qui sont ces premiers militants? Quelle est l'étincelle qui fait naître ce mouvement? Et surtout, la manière dont il est toujours, dès le début, orienté sur la question palestinienne. Je pense que pour revenir à la cause centrale qui explique la création de ce mouvement, il faudrait se référer à son ex-secrétaire général, le Saïd Hassan Nasrallah, qui avait, dans un entretien à la fin des années 90, dit que le Hezbollah est d'abord et avant tout une réponse à l'invasion israélienne du Liban en 1982. C'est-à-dire les groupes et les militants qui vont créer ce mouvement viennent d'horizons, on va dire, organisationnels diverses. Certains étaient militants au sein du mouvement Amal, comme le Saïd Hassan Nasrallah lui-même. D'autres sont issus des rangs du Fatah. D'autres encore appartenaient à des petits groupes. Il est vrai que l'ensemble de ces groupes étaient des groupes qui, sur le plan idéologique, s'étaient rapprochés de se considérer comme étant des militants et des groupes très proches de l'orientation incarnée à l'époque par la révolution iranienne, qui a été un tremblement de terre au Moyen-Orient. Il faut se rappeler que cette révolution est la première grande révolution populaire qui conduit au renversement
d'un régime despotique lié aux États-Unis. D'ailleurs, le régime du Shah d'Iran était appelé à l'époque le gendarme du Moyen-Orient. C'était l'un des États pivots qui faisait partie du dispositif stratégique et militaire des États-Unis au Moyen-Orient. C'était un régime allié des États-Unis. Et le fait qu'une révolution populaire ait réussi à renverser ce régime a eu un impact très important sur le plan à la fois politique et idéologique sur les pays du Moyen-Orient, car avant cet événement, la révolution iranienne, il y avait eu au Moyen-Orient des coups d'État militaires qui ont porté au pouvoir des courants nationalistes, comme la révolution de 1952 en Égypte qui a porté Nasser au pouvoir, les différents développements, on va appeler ça, c'est-à-dire coups d'État, mais soutenus par la population en Syrie, en Irak, en Libye. Mais il n'y avait pas eu dans cette région de révolution populaire ayant permis, grâce à l'action des masses et des organisations populaires, de renverser un régime aussi puissant que le régime du Shah. Donc, quelque part, cet événement, cette révolution a eu un impact très important parce que cette révolution aussi a signifié pour de très nombreuses forces politiques, ainsi que pour des pans entiers des sociétés du Moyen-Orient, que l'islam pouvait jouer un rôle, l'islam en tant que source de valeurs, de principes, pouvait jouer un rôle très important dans la mobilisation contre les régimes en place dans cette région du monde, régimes qui étaient considérés comme étant des relais locaux de la domination occidentale et en particulier de la domination américaine. Donc cette révolution avait eu un impact très important sur les pays de cette région. Elle avait eu un impact encore beaucoup plus important dans les zones où se trouvaient des populations musulmanes chiites, qui dans beaucoup de cas étaient des populations marginalisées, déshéritées, dans les systèmes politiques en place. Mais on va dire que au départ, après la victoire de cette révolution, il y a eu donc une grande vague de soutien à cette révolution. Beaucoup de gens voulaient en savoir plus. Beaucoup ont commencé à adhérer aux thèses défendues par la figure emblématique de cette révolution, l'imam Khomeini. Mais il était clair que sur le plan de la structuration organisationnelle, c'est-à-dire on n'a pas vu émerger au Liban après 79 un courant organisé et structuré tel que le sera le Hezbollah après l'invasion israélienne de 82. C'est vraiment l'invasion israélienne de 82 qui va pousser plusieurs groupes et un nombre important de militants à se structurer au sein de cette organisation. Il ne faut pas oublier aussi un autre fait majeur, c'est que le sud Liban, en réalité, est une zone qui a été une zone de conflit avec Israël depuis la Nakba palestinienne, depuis 1948. En réalité, cette zone a toujours été une zone convoitée par Israël, une zone où la partie israélienne se livrait à des incursions, à des attaques qui vont s'accentuer à partir de la fin des années 60, et le Sud-Liban va devenir en réalité une ligne de front avec Israël. D'habitude, lorsque des analystes parlent
du conflit israélo-arabe, beaucoup se concentrent d'abord sur ce qui se passait en Palestine, ce qui est normal parce que le peuple palestinien a subi une purification ethnique en 1948. Ensuite, l'État d'Israël s'est lancé dans une conquête de nouveaux territoires palestiniens en 67, la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est. Mais très peu d'attention a été accordée à ce qui se passait dans les pays alentours, notamment au sud Liban, qui était une zone qui subissait les agressions israéliennes et où les populations étaient convaincus qu'ils risquaient de connaître le même sort que les Palestiniens, c'est-à-dire d'être expulsés de leur village, que cette zone soit à un moment ou à un autre envahie par Israël, occupée, colonisée. Il y avait cette conscience au sud Liban, ce qui explique que beaucoup de militants, de mouvements au sud Liban se sont très vite liés à la résistance palestinienne. Beaucoup ont intégré même les rangs de la résistance palestinienne parce qu'ils considéraient qu'il était important non seulement d'affirmer une solidarité aux côtés du peuple palestinien considéré comme un peuple frère, mais que c'était aussi une nécessité pour défendre le sud Liban. Et lorsque l'imam Moussa Sadr va commencer à être très actif au Liban, à partir du début des années 60, il va consacrer une attention particulière à ce qui se passait au sud Liban, à la menace israélienne sur le sud Liban. Il va réclamer que l'État libanais arme les habitants du sud Liban, qu'il y ait une formation qui puisse jouer un rôle dans la lutte contre l'éventualité d'une invasion israélienne. C'est l'une des raisons pour lesquelles il va créer le mouvement Amal, ça signifie en arabe espoir, mais Amal c'est un acronyme, c'est Afwaj al-Muqawama al-Lubnaniya, on va appeler ça les brigades de la résistance libanaise. Donc il y avait déjà au sud Liban une très grande crainte de la possibilité d'une invasion israélienne, et ces craintes vont être confirmées parce qu'en 1978, l'armée israélienne va envahir le sud Liban et occuper ce qui sera ensuite appelé la bande de sécurité, toute une partie du sud dans laquelle se trouvaient aussi des villes du sud, la ville de Mentejbel, la ville de Khiam, et de très nombreux villages vont être occupés en 78. Et lorsque Israël envahit le Liban en juin 82, le 6 juin 82, l'invasion a lieu à partir de ces zones libanaises qui étaient déjà occupées et où Israël avait aussi créé une milice supplétive qui s'appelait à l'époque l'armée du Liban libre et qui s'appellera ensuite l'armée du Liban Sud, l'ALS. Et donc, le Hezbollah, c'est le produit de cette histoire. C'est le produit de tout ce que il y avait toute l'histoire du conflit entre Israël et le peuple palestinien, mais aussi Israël et l'environnement arabe, notamment le Sud, qui va connaître de très nombreuses agressions et où vont commencer à se structurer des mouvements et des groupes pour résister à l'occupation israélienne et à la possibilité de nouvelles agressions israéliennes. Mais il y a aussi l'impact politique et idéologique de la révolution iranienne. Donc, à partir de 82, de très nombreux groupes qui avaient commencé à discuter avant l'invasion de la nécessité de créer un mouvement qui s'inspire d'un point de vue idéologique de ce que représentait la révolution iranienne comme orientation nouvelle dans cette partie du monde, mais dont l'objectif premier et central est la lutte contre l'occupation israélienne du Sud-Liban. Alors bien évidemment, pour tous ces groupes et pour tous ces militants, il était clair que l'origine du problème, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est la nature même du projet sioniste, projet colonial soutenu par les puissances impérialistes occidentales et notamment
par l'impérialisme américain, dont l'objectif principal est la domination militaire et stratégique sur l'ensemble de l'Orient arabe. Il était clair depuis le début que le projet israélien n'était pas simplement une menace existentielle pour les Palestiniens qui ont subi en réalité une politique de purification ethnique qui s'est emballée en 1948, mais qui a continué à petit feu après l'occupation des territoires palestiniens en 1967 et qu'on voit aujourd'hui s'accélérer à nouveau avec la guerre génocidaire à Gaza et l'accélération de la purification ethnique en Cisjordanie. Mais ce projet aussi représentait une menace pour les pays alentours, notamment pour le sud Liban, considéré par les responsables israéliens, et ce depuis 1948, comme étant le talon d'Achille du monde arabe, c'est-à-dire un pays qui n'a pas les moyens de se défendre, un pays qui connaît beaucoup de problèmes en interne à cause de la nature de son système politique, système basé sur la représentation communautaire. Donc un pays qui pouvait facilement être pris pour cible par une puissance militaire comme Israël, soutenue par l'impérialisme américain, afin de lui imposer son dictat pouvant se concrétiser par une volonté d'imposer au Liban un système politique pro-israélien. C'était d'ailleurs l'objectif de l'invasion israélienne de 82. Les objectifs, c'était de chasser la résistance palestinienne au Liban, mais aussi de porter au pouvoir une force politique, les forces libanaises, dirigées à l'époque par Béchir Gemayel, qui était prête à s'allier à Israël et à faire partie d'un ordre israélo-américain au Moyen-Orient. On ne peut pas comprendre la naissance du Hezbollah en dehors de ce contexte historique et géopolitique. Ce sont là on va dire, les facteurs objectifs qui vont expliquer le pourquoi de la décision de ces groupes, de ces mouvances, qui n'étaient pas nécessairement d'accord, surtout au début, de se regrouper pour se défendre face à une invasion, à une occupation qui était considérée comme une menace existentielle. En 82, l'invasion israélienne a eu comme conséquence la mort de 19 000 citoyens libanais et palestiniens. Il y a eu 32 000 blessés, dont 6 000 personnes qui ont eu des blessures et ont entraîné des handicaps permanents. Une bonne partie du sud Liban, la majeure partie du sud Liban a été occupée. L'invasion est arrivée jusqu'à Beyrouth en septembre 82. À ce moment-là, plusieurs groupes au Liban vont se lancer dans la résistance. Les partis de gauche, le Parti communiste, l'Organisation d'action communiste, et d'autres groupes, le Parti national social syrien, et d'autres groupes commencent à organiser une résistance, mais aussi ce qu'on appelait à l'époque la mouvance islamique, c'est-à-dire cette mouvance qui avait été influencée par la révolution iranienne victorieuse quelques années auparavant, en 79, va commencer à se structurer pour résister à l'occupation israélienne. Et dans cette première phase, cette mouvance qui commence à agir au nom de la résistance islamique, au départ il y a une structure qui se crée dont le nom est la résistance islamique, commence à mener des attaques contre l'occupation israélienne, des embuscades, des attaques contre les patrouilles, des attaques contre les positions israéliennes au sud Liban, mais va se distinguer aussi par une nouvelle forme d'action inédite qui va faire école, pour ainsi dire, au sud Liban dans les années qui vont suivre, en menant les attaques martyrs, ce qui est appelé dans les médias occidentaux les attaques kamikazes, puisque le 11 novembre 1982, une camionnette piégée va se lancer et pour détruire un QG installé par l'armée israélienne dans la ville de Tyr.
et qui va provoquer la mort de plusieurs dizaines d'officiers et de soldats israéliens. Ça a été une opération qui a eu un impact extrêmement important, qui a d'abord terrifié les généraux israéliens, puisque le ministre de la Défense d'alors, Ariel Sharon, est venu en personne avec le chef d'état-major, Raphaël Eitan, pour visiter le lieu de l'attentat. Et cette attaque kamikaze va accélérer le début d'une confrontation entre l'armée israélienne et les populations du Sud-Liban, puisque l'armée israélienne va commencer à mener des opérations de ratissage, une politique de répression de plus en plus dure à partir de cette date, ce qui va bien sûr susciter un développement de différentes formes de résistance, à la fois résistance populaire, des manifestations dans les villages et dans les villes occupées, des affrontements de masse avec l'armée d'occupation, mais aussi un développement graduel d'actions armées contre les forces d'occupation au Sud-Liban. Il faut savoir aussi, il y a un autre facteur qui est très important, lorsque l'invasion israélienne intervient en 82, le Liban avait déjà connu 7 années de guerre civile. Et donc, on va dire que au Sud-Liban, mais aussi dans une grande partie du pays, la jeunesse d'alors, une bonne partie de la population savait manier les armes. Il y avait des armes chez les uns et les autres, puisqu'on était dans un contexte de guerre civile. Et au Sud-Liban, il y avait aussi l'affrontement avec l'armée israélienne. Donc, les Israéliens, lorsqu'ils envahissent le Sud-Liban, en fait, ils ont envahi comment on pourrait appeler ça, un guêpier. Ils se sont lancés, ils se sont embourbés dans une zone où les populations, mais surtout nombre de militants avaient un savoir-faire en matière militaire, et donc très vite ce savoir-faire va s'illustrer à travers une multitude d'actions. Il faudrait rappeler qu'à l'époque, entre la ville de Saïda, qui est la première ville du Sud-Liban, et la ville de Tyr, il y a une route maritime qui a été appelée par les soldats israéliens la route Oshemen, et c'est une route qui est c'est une route qui est située sur la côte, mais autour de laquelle il y a des vergers, des orangerais, etc., etc. Les soldats israéliens et les officiers israéliens appelaient cette route la vallée des pleurs, parce qu'il y a eu de très nombreuses attaques contre l'armée d'occupation israélienne dans cette zone, ainsi que dans d'autres zones du Sud-Liban. En tout cas, le Hezbollah va s'illustrer à travers, premièrement, des opérations de type inédit. D'autres attaques martyrs vont avoir lieu dans le sud, mais aussi il va pouvoir entraîner une bonne partie de la population dans la résistance populaire à l'occupation. Il y a une figure qui a joué un rôle très important à ce moment-là, c'est le cheikh Raghib Harb, qui était l'imam de la mosquée du village de Jibchit. C'est un village qui est situé à côté de Nabatiyeh, qui a joué un rôle clé dans les mobilisations populaires contre l'occupation israélienne. D'ailleurs, l'armée d'occupation va au départ l'arrêter et l'emmener dans un camp d'internement, qui s'appelait le camp d'Al-Ansar. Al-Ansar, c'est le nom d'un village du Sud-Liban, qui n'est pas très éloigné de la ville de Tyr. Donc, il y avait un camp d'internement là-bas. L'armée israélienne avait interné des milliers de Libanais et de Palestiniens dans ce camp d'internement. Le cheikh Raghib Harb a été ensuite libéré, mais il a continué son action de direction de la mobilisation populaire contre l'occupation, ce qui amènera les forces de l'occupation à l'assassiner en février 1984, ce qui aura comme impact aussi d'exacerber
la lutte contre l'occupation. Et donc, on va dire qu'entre 82 et 85, il y a eu une phase de résistance qui très vite va s'amplifier. C'est-à-dire, l'invasion israélienne a eu lieu en juin 82. Nous pouvons dire qu'à partir de début 83, une résistance armée de plus en plus active va se développer au sud Liban. Résistance à laquelle le Hezbollah participe de manière très claire, et cette participation va se développer davantage dans le sud, jusqu'au premier retrait israélien du sud Liban, qui aura lieu en avril-mai 85. Israël va se retirer de la ville de Saïda, de la ville de Tyr, de la ville de Nabatriye, et revenir vers l'ancienne zone de sécurité qui avait été occupée en 1978. Un autre développement important est à souligner. Lorsque l'invasion israélienne a lieu, l'imam Khomeini décide l'envoi de volontaires, membres des gardiens de la révolution, pour venir s'installer dans la vallée de la Beka, qui n'avait pas été occupée par les forces israéliennes, pour aider les militants libanais à s'organiser, se structurer et s'entraîner, et apporter une aide concrète à la résistance du peuple libanais contre l'occupation israélienne. Sur ce point, il faut quand même aussi revenir en arrière. Il est important de souligner que la révolution iranienne qui renverse le Shah en 1979 est une révolution qui était dirigée contre un régime despotique, mais aussi contre un régime qui était totalement soumis au diktat des États-Unis. D'ailleurs, ce régime, le régime du Shah avait été porté au pouvoir par les États-Unis après le renversement du gouvernement démocratiquement élu de Mohammad Mossadegh en Iran, au début des années 50, le gouvernement qui avait nationalisé le pétrole. Alors, le Shah était encore au pouvoir, mais le Shah décide, avec le soutien de la CIA, de renverser ce gouvernement et de restaurer un régime despotique en Iran. Et donc, quelque part, la révolution iranienne, dès le départ, avait une dimension anti-impérialiste très claire. Et cette révolution aussi, du fait de l'alliance entre le régime du Shah et l'État d'Israël, et ça c'est un point qui est très important à souligner, le régime du Shah était depuis 48, depuis la Nakba, c'était l'un des premiers régimes du monde musulman qui aura une relation d'alliance avec l'État d'Israël, alliance qui se concrétisait non seulement à travers une coopération militaire et sécuritaire, mais à travers aussi une participation israélienne sur le plan sécuritaire avec la terrible police politique du Shah, la SAVAK, à la répression des militants révolutionnaires iraniens. Et il est à souligner que de très nombreux militants révolutionnaires iraniens qui appartenaient à différentes obédiences à l'époque, dans l'opposition au régime du Shah, il y avait une opposition islamique, mais il y avait aussi des organisations de gauche, les Fédaïns du peuple, avec leurs différents courants, et d'autres groupes encore. Beaucoup vont, à partir de la fin des années 60, établir des liens avec les organisations palestiniennes. Certains avaient déjà connu les camps palestiniens en Jordanie, mais après les massacres de Septembre Noir en 70, beaucoup viendront au Liban et s'entraîneront dans les camps palestiniens, établiront des relations de coopération, voire d'alliance avec des organisations palestiniennes. Il y avait même certains membres du courant islamique révolutionnaire en Iran qui étaient aussi membres d'organisations palestiniennes ou libanaises. Il y avait par exemple le martyr Mohammed Saleh al-Husseini, qui était une des figures
du courant islamique en Iran proche de l'imam Khomeini, qui était lui aussi membre du Fatah. Il y avait aussi Mustafa Shamran, qui était un révolutionnaire iranien proche de l'imam Khomeini, qui lui était membre du mouvement Amal. Et donc, quelque part, on va dire qu'il y avait aussi des relations de très grande proximité entre les révolutionnaires iraniens qui vont prendre le pouvoir après la victoire de la révolution iranienne en 1979 et les organisations palestiniennes et libanaises. Cette relation était due principalement au fait que ces révolutionnaires iraniens considéraient qu'il était crucial de faire face à la politique hégémonique de l'État d'Israël, parce que cette politique hégémonique s'inscrivait dans le cadre du système de domination impérialiste des États-Unis sur le Moyen-Orient. Israël était considéré, et est toujours considéré, comme la pierre angulaire du système de domination américain sur le Moyen-Orient. D'où le fait que ces révolutionnaires viennent, s'engagent aux côtés des Palestiniens, bien sûr pour acquérir un savoir-faire en matière à la fois organisationnelle et militaire, mais aussi pour participer à la lutte contre Israël, parce que quelque part, ils considéraient qu'ils étaient en train de combattre le même ennemi, à savoir l'État d'Israël, allié du Shah d'Iran, et qui tous les deux font partie du système de domination américain sur le Moyen-Orient. Lorsque la révolution iranienne triomphe en 79, l'ambassade d'Israël sera fermée, il y aura une ambassade de la Palestine qui sera ouverte. L'ancien chef de l'OLP, Yasser Arafat, visitera Téhéran et sera accueilli par des millions d'Iraniens. Et ensuite, l'Iran apportera un soutien très clair à la cause palestinienne, à la résistance libanaise, à la résistance palestinienne. Et lorsqu'il y a l'invasion israélienne en 82, les combattants et les responsables, les gardiens de la révolution viendront pour apporter un soutien concret à la résistance libanaise en s'installant dans la Bekaa, en créant plusieurs camps d'entraînement pour aider à la formation de combattants qui se revendiquaient de l'idéologie révolutionnaire iranienne qui était influencée par cette idéologie révolutionnaire et qui vont commencer à jouer un rôle très important dans la lutte contre l'occupation israélienne au sud du Liban. Donc, quelque part, la Bekaa va être la base arrière où les militants vont s'entraîner, se structurer, mais à l'époque, donc le pays est divisé en plusieurs régions. Il y a Israël qui occupe la totalité du Sud-Liban. À Beyrouth, il y a un pouvoir proche des alliés aux États-Unis. La Bekaa devient une base arrière où se forment des militants et où se structure une résistance une résistance à l'occupation israélienne, où se structure une résistance. Alors, il faudrait comprendre que, bien sûr, il faut aussi faire la part des choses. Il y avait au Liban un savoir-faire en matière de guerre de guérilla et en matière de structuration organisationnelle qui était, comme je l'ai dit, qui a précédé la révolution iranienne. Quelque part, la présence de la résistance palestinienne au Liban, notamment après les massacres de Septembre Noir en 70, la résistance palestinienne a été une véritable école de la révolution, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que
dans les combattants palestiniens qui avaient acquis une grande expérience militaire, et beaucoup avaient été se former dans des pays comme le Vietnam, Cuba, la Chine, etc. Donc, nombre de militants libanais qui vont ensuite rejoindre le Hezbollah avaient été formés dans les camps de la résistance palestinienne et donc avaient déjà acquis une expérience assez importante. Mais ces camps d'entraînement dans la Beka vont permettre de former une nouvelle génération. Il ne faut pas oublier le fait qu'en 82, une bonne partie des forces de l'organisation de libération de la Palestine, les différentes organisations de la résistance palestinienne, le Fatah, le FPLP et d'autres, vont quitter Beyrouth et le sud-Liban était tombé sous occupation israélienne. Il ne faut pas oublier aussi le fait qu'entre l'OLP et la Syrie, il y avait une très grande tension qui va commencer à se manifester après 82. Et donc, quelque part, les nouvelles générations qui vont vouloir rejoindre la résistance au Liban après 82 vont profiter de la présence de ces révolutionnaires iraniens et de ces camps d'entraînement pour se former en se focalisant principalement sur la lutte contre l'occupation israélienne. Durant cette période, les révolutionnaires iraniens vont aider à structurer une résistance qui avait sa dynamique propre et qui avait aussi nombre de militants qui étaient déjà très bien formés militairement. Alors ensuite, bien sûr, la relation va se développer et lorsque, avec le temps, c'est-à-dire avec les années, et lorsque l'Iran après la guerre Iran-Irak, lorsque l'Iran va de son côté aussi connaître un développement sur le plan de ses moyens militaires et de son savoir-faire dans les différents domaines, à la fois militaires et sécuritaires. Cela va profiter à ses alliés, dont le Hezbollah. Mais je veux dire qu'au départ, ce qui explique la création du Hezbollah, c'est l'invasion israélienne et c'est le fait qu'il y avait nombre de militants aguerris qui vont prendre l'initiative de créer ce mouvement avec un soutien de l'Iran que le Hezbollah a toujours reconnu. Mais la création du Hezbollah, ce n'est pas une décision iranienne, c'est une décision libanaise. Ce sont des Libanais qui ont connu tous, dont la majorité était originaire du Sud-Liban, qui ont toujours vécu au rythme des agressions israéliennes, des incursions israéliennes, qui étaient toujours hantés par l'idée de la possibilité d'une invasion israélienne, d'une occupation israélienne, possibilité qui va se concrétiser ensuite, qui vont aller participer à la création de ce mouvement en 1982. Et donc, ce qui va suivre ensuite, c'est une résistance armée au sud qui, entre 82 et 85, va être une guerre de guérilla classique si l'on exclut cette nouvelle forme d'action qui est les opérations martyrs, qui vont d'ailleurs déstabiliser les forces d'occupation israéliennes qui étaient attaquées non pas simplement par des groupes déterminés qui, au départ, ont commencé à poser des bombes au passage de patrouilles israéliennes ou tirer sur les positions, qui vont commencer à attaquer les positions militaires, malgré le coût humain que ces militants payaient. Il y a eu des attaques qui sont restées dans la mémoire de tous les habitants du Sud-Liban, de certaines positions militaires israéliennes qui étaient des positions très fortifiées, où les résistants libanais, et beaucoup appartenaient au Hezbollah, n'ont pas hésité à aller à l'attaque de ces positions fortifiées, malgré le fait que ces attaques ont suscité la mort de nombreux militants, mais il fallait marquer le coup, il fallait montrer à la partie israélienne,
aux occupants israéliens qu'il y avait une résistance déterminée qui était prête à consentir des sacrifices pour les chasser du Sud-Liban. Et puis, il y a eu surtout les opérations martyrs, plusieurs dizaines d'opérations martyrs qui ont eu un impact ravageur sur le moral des troupes israéliennes et sur le moral des dirigeants israéliens qui ne savaient plus quoi faire. Je me rappelle d'une déclaration de Rabin qui, en 85, qui avait dit « Nous avons envahi le Sud-Liban en juin 82 pour nous débarrasser de l'OLP et nous nous retrouvons aujourd'hui, je reprends ces termes, face à un ennemi fou et terrible, les chiites du Sud-Liban. » Et donc, quelque part, c'est-à-dire, il remettait en cause la justesse de cette décision d'envahir le Sud-Liban en 82. Et donc, il y a eu, après 3 ans de lutte contre l'occupation, un premier retrait d'une bonne partie du Sud-Liban, des villes de Saïda, de Tyr, de Nabatiyeh, et ces zones libérées, une fois évacuées par les forces d'occupation israéliennes, vont devenir une base arrière de la résistance contre l'occupation. Alors, il est vrai qu'à l'époque, il y a eu des tensions entre les différents groupes qui composaient la résistance libanaise. Il y avait le mouvement Amal, le Hezbollah, les partis de gauche. Il y a eu des tensions, des fois des conflits, mais des conflits assez durs, notamment entre le mouvement Amal et le Hezbollah. Une guerre au moment de la guerre des camps entre Amal et le Hezbollah. La guerre des camps a éclaté entre Amal et les camps palestiniens et l'OLP. Mais le Hezbollah s'opposera à cette guerre et sans prendre parti dans cette guerre. Mais ensuite, par la suite, Amal décide ensuite, le mouvement Amal ensuite, va s'affronter avec le Hezbollah à partir de 88. La guerre des camps a commencé en mai 85, elle va se terminer en février 87. En mars 88, un conflit commence entre le mouvement Amal et le Hezbollah, qui va d'ailleurs durer pendant 2 ans, un conflit particulièrement sanglant, et c'était un conflit qui était lié à des divergences de stratégie entre aussi la Syrie, à l'époque dirigée par Hafez al-Assad, et le Hezbollah. Il y a eu des divergences stratégiques, et donc il y a eu, sur le terrain, il y a eu cet affrontement, ce qui n'a pas empêché le Hezbollah de continuer son action armée. Est-ce qu'on peut résumer la divergence par le fait que Amal était dans une négociation? C'est-à-dire, je pense que ça va au-delà de ce que voulait Amal. Je pense qu'à un moment, la direction syrienne d'alors considérait qu'il fallait être dans une logique, on va appeler ça une logique de désescalade au Sud-Liban, de baisser, d'arrêter les opérations militaires pour essayer de voir quelles étaient les perspectives politiques sur le plan régional. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, nous étions dans une phase où, à l'échelle régionale et internationale, les uns et les autres voyaient que l'URSS, qui était l'allié historique du pouvoir syrien, était en train de s'affaiblir et que son rôle au Proche-Orient devenait de moins en moins important, et qu'il y avait une politique américaine assez agressive visant à transformer la donne au Moyen-Orient, mais même transformer la donne aussi en discutant avec les anciens adversaires, histoire de les éloigner de l'URSS. Alors, il y a eu à l'époque des tentatives il y a eu à l'époque un dialogue entre responsables américains, responsables syriens. Il y avait un émissaire spécial pour le Liban qui s'appelait Richard Murphy, qui avait rencontré l'ex-président syrien Hafez al-Assad à plusieurs reprises. Ce qui est aujourd'hui sûr, c'est qu'à l'époque, il y a eu une volonté syrienne de montrer
on va dire, de montrer, d'afficher une bonne volonté à l'égard des États-Unis pour voir si une telle politique pouvait avoir des conséquences sur la politique américaine vis-à-vis de la Syrie, voire peut-être même sur une possible intégration, une possible préparation d'une négociation à l'échelle régionale pour un règlement du conflit israélo-arabe. Cette idée en définitive, d'aller vers une négociation pour régler le conflit sur la base des résolutions internationales était une idée qui était encore très en vogue dans la région, et beaucoup espéraient d'ailleurs après avec la conférence de Madrid en octobre 1991, l'ensemble des acteurs régionaux, à l'exclusion de l'Iran, vont participer à la conférence de Madrid, et la Syrie a participé à la conférence de Madrid, ainsi que l'OLP à travers une délégation commune jordano-palestinienne. Donc la direction syrienne, même si à un moment elle a toléré la création de bases d'entraînement dans la Bekaa pour que des militants viennent se former, et c'est ce qui va donner naissance au Hezbollah, la direction syrienne considérait que la résistance au Liban ainsi que la résistance palestinienne étaient autant de cartes qui permettraient ensuite à la Syrie de pouvoir aller à une négociation à partir d'une position la moins faible possible avec Israël et les États-Unis. Donc, quelque part, il y a eu une volonté. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi la guerre des camps. Il y a un premier retrait israélien en avril 85. Immédiatement après, la guerre des camps éclate. Et quelque part, la guerre des camps, alors beaucoup l'expliquaient par des animosités qui existaient entre le mouvement Amal et l'OLP et les factions, et différentes factions libanaises de gauche aussi. Mais même si, sans minimiser l'importance de ces facteurs, je pense que le facteur majeur à l'époque, c'est le facteur d'ordre régional. La direction syrienne considérait que la nouvelle donne au Liban, avec le retrait israélien, lui offrait une opportunité qui est de remplir le vide et de devenir le maître du jeu localement, et la relation entre Amal et la Syrie était une relation très solide, il y avait une alliance, etc. Donc la Syrie voulait devenir le principal maître du jeu, et la Syrie avait des relations d'hostilité ouverte avec la direction de l'OLP, avec notamment le chef de l'OLP, Yasser Arafat, qui était considéré par la direction syrienne comme étant un électron libre, qui n'acceptait pas qui n'acceptait pas un dictat syrien, qui considérait que c'était à lui de négocier avec Israël si l'occasion se présentait. Donc il y a eu une hostilité qui s'est traduite ensuite par une confrontation ouverte en 83 dans la Bekaa, à Tripoli, etc., entre le Fatah d'un côté, les dissidents du Fatah soutenus par la Syrie et l'armée syrienne de l'autre. On était dans une situation assez complexe où il y avait plusieurs guerres qui se menaient, comme on dit, sous le couvercle de la grande confrontation avec Israël. Et quelque part, la Syrie, avec la guerre des camps, va réussir à réduire l'influence de l'OLP au Liban. Ensuite, phase 2, à partir de 88,
la confrontation commence entre Hamal et le Hezbollah. Et cette confrontation va durer jusqu'à fin 90, en fait, pendant 2 ans. Mais cette confrontation, même si on s'est attardé là-dessus, ne va pas empêcher le Hezbollah. Cette confrontation d'abord a lieu parce que le Hezbollah refuse d'arrêter son combat militaire contre l'occupation israélienne, ou refuse de désescalader, entre guillemets. Et durant cette confrontation, le Hezbollah continue à mener des actions contre l'occupation israélienne au sud Liban, malgré la confrontation avec le mouvement Hamal qui était solidement implanté dans les différents villages du sud et les villes du sud nouvellement libérées de l'occupation israélienne. Et à la fin, il y a une négociation qui conduit à la fin de ces affrontements internes. Et tout ceci a été lié aussi à 2 développements majeurs sur le plan régional. D'abord, la fin de la guerre civile au Liban. À l'époque, il y avait en interne au Liban, le pays était divisé en 2 parties. Si l'on exclut la partie occupée du Sud, le pays, il y avait ce qu'on appelait dans la terminologie en vogue les régions Est, c'est-à-dire des régions à majorité chrétienne où il y avait 2 principales forces, les forces libanaises, organisation militaire d'extrême droite, et aussi le général Michel Aoun, qui en 88, c'est-à-dire devient après en 88, à l'occasion des élections, et il se déclare de fait président, et il rentre en confrontation directe avec les forces syriennes. Et le général Michel Aoun avait à l'époque l'appui de 2 acteurs majeurs, l'Irak de Saddam Hussein et la France. Lorsque l'Irak envahit le Koweït en août 90, il est clair et que la Syrie va prendre position aux côtés de la coalition internationale qui réclame le départ des troupes irakiennes du Koweït et qui ensuite déclenche une guerre au début de l'année 91 contre l'armée irakienne au Koweït. La Syrie obtient un feu vert américain pour occuper les zones où se trouvait le général Michel Aoun, et en fait obtient un feu vert américain pour que pour que la Syrie devienne quelque part la puissance qui va parrainer la reconstruction, la fin de la guerre civile, la reconstruction des institutions de l'État libanais. Et donc, à partir de on est face à une nouvelle donne régionale. Il ne faut pas oublier qu'avant cette date, en août 88, se termine la guerre Iran-Irak, et ceci a aussi des implications très importantes sur la géopolitique régionale. L'Iran n'est plus en conflit avec les différents pays de la région tels qu'elle l'était avant, durant la guerre Iran-Irak qui va durer entre 80 et 88. Ceci a des implications aussi sur le Liban, c'est-à-dire le Hezbollah a aussi été amené à reconsidérer sa stratégie, parce qu'il y a aussi un point qui est important. Le Hezbollah considérait que la guerre Iran-Irak, que si l'Iran triompherait de la guerre, parce que l'objectif déclaré de l'Iran dans la guerre Iran-Irak, après le déclenchement de cette guerre, c'était le renversement du régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein a envahi l'Irak en 1980, l'Iran a réussi à repousser les troupes irakiennes en 82, et ensuite la guerre continue. L'Iran déclare comme objectif le renversement du régime de Saddam Hussein. Et donc, il y avait cette idée de l'exportation de la révolution qui était officiellement affirmée, et l'idée d'une victoire iranienne en Irak était considérée par le Hezbollah et par de nombreuses forces politiques au Moyen-Orient et ailleurs comme étant un premier pas vers la transformation des rapports de force
et la constitution d'une force révolutionnaire à l'échelle régionale qui pourra ensuite libérer la Palestine, libérer le Sud-Liban, libérer la Palestine. Donc il y avait aussi, quelque part, le Hezbollah se pensait comme partie de cette stratégie régionale, on va pas dire internationaliste, mais régionale de l'exportation de la révolution, qui était une stratégie officiellement affirmée par l'Iran. À la fin de la guerre Iran-Irak, c'est la fin de cette stratégie de l'exportation de la révolution, c'est un retour à une autre politique de la part de l'Iran. Donc le Hezbollah aussi, ce changement stratégique en Iran a des implications pour le Hezbollah. Le Hezbollah aussi revoit sa politique et sa stratégie. Et quelque part, lorsque certains disent que le Hezbollah va commencer à se libaniser, en fait, le début de cette réorientation stratégique, c'est la fin de la guerre Iran-Irak. Alors, il est vrai que les choses ça va prendre du temps, mais à partir de la fin des années 90 et surtout avec la fin de la guerre civile au Liban et le début de la reconstruction de l'État, le retour à la paix civile, c'est quelque part des dates qui sont très importantes. C'est un tournant dans l'histoire du Liban et c'est un tournant dans l'histoire du Hezbollah, parce que le Hezbollah, à partir de 91-92, va décider de se transformer en parti politique, de participer au système politique libanais. Il va participer aux élections législatives de 1992, il va avoir des députés au Parlement, etc. Et donc, et puis l'État libanais adopte une autre position vis-à-vis du Hezbollah. L'État libanais, à l'époque, considère le Hezbollah comme un mouvement de résistance au Sud-Liban et apporte un soutien politique, mais pas que politique, à l'action de la résistance libanaise dans les zones encore occupées du Sud-Liban. Et donc, c'est un tournant qui aura lieu à ce moment-là avec la fin de la guerre civile, la fin de la guerre Iran-Irak, la fin de la guerre civile, et ce que cela a eu comme implication sur la géopolitique régionale, mais aussi sur la situation libanaise et la confrontation avec Israël. À partir de 91-92, la résistance du Hezbollah est désormais une résistance soutenue, du moins politiquement, par l'État libanais, qui se retrouve aussi en harmonie avec les résolutions internationales, puisque Israël occupait des territoires libanais dans le sud du pays et que l'action de la résistance libanaise se retrouvait légitimée. Et c'est quelque chose qui va se confirmer ensuite lorsque d'abord en juillet 93, il y a un premier affrontement, il y a une attaque israélienne sur le sud Liban qui aura lieu, qui va durer une semaine, une guerre ouverte qu'on appellera l'opération Règlement de compte, qui est essentiellement une opération de bombardement massif des zones libérées du sud Liban, mais qui va donner aucun résultat, qui ne va pas arrêter les opérations du Hezbollah. Et le Hezbollah, en contrepartie à ces attaques, va bombarder les colonies israéliennes situées à côté de la frontière libanaise. Et à ce moment-là, il va y avoir un accord non écrit pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pas un cessez-le-feu, qu'il y ait un arrêt des attaques contre les zones résidentielles et les populations civiles des deux côtés. La guerre devra se cantonner, la guerre devra avoir lieu entre les forces armées des deux côtés. D'ailleurs, le Hezbollah pourra attaquer l'armée israélienne et vice-versa, alors que le Hezbollah alors que l'armée israélienne aussi devra se concentrer dans ses attaques contre le Hezbollah. L'armée israélienne ne va pas respecter cet accord non écrit et on va aller vers un nouvel affrontement en avril 96. Israël va lancer une grande offensive, pareil, campagne de bombardement à grande échelle
qui sera appelée raisin de la colère, et durant laquelle le Hezbollah va à nouveau bombarder des localités israéliennes, et ce qui aura comme conséquence ensuite cet affrontement va se régler en la défaveur d'Israël, puisqu'au bout de 3 semaines de bombardement, la partie israélienne va accepter un accord écrit, cette fois, un accord d'avril 96, qui stipule que la confrontation devra se cantonner strictement aux militaires, et que les zones résidentielles des deux côtés de la frontière devront être épargnées. Et bien sûr qu'une intervention française d'ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères, Hervé Charette, c'est lui qui avait proposé très important dans l'élaboration de cet accord. Et quelque part, cet accord va consacrer le sens international de la légitimité de la résistance menée par le Hezbollah au sud du Liban. Et cet accord va être un tournant parce que la capacité du Hezbollah à empêcher l'armée israélienne de s'en prendre aux populations civiles, aux localités civiles, va lui permettre d'intensifier ses attaques contre l'armée israélienne, alors que l'armée israélienne menait des attaques contre une armée d'ombre. Et c'est quelque part la principale, le principal atout de l'armée israélienne, le mouvement de résistance, qui demeure aujourd'hui l'atout principal, c'est la capacité d'Israël à civils, les zones résidentielles. Désormais, Israël n'hésite plus à recourir au génocide sous prétexte de combattre la résistance. Si un mouvement de résistance réussit à imposer à la partie d'épargner les populations civiles, la partie israélienne va perdre la guerre. C'est ce qui s'est passé en 96. Lorsqu'on parle des règles d'engagement qui étaient en vigueur entre le Hezbollah et Israël, etc., après 96 et surtout après 2000, il y a l'un des principaux points de ces règles d'engagement, c'est ne pas s'attaquer aux populations civiles et aux zones résidentielles. Et ça a été, c'est-à-dire le Hezbollah est devenu le principal protecteur des zones, des populations du Sud-Liban dans le combat contre l'occupation israélienne. Dans la question précédente, nous évoquions la règle d'engagement et la protection des villes, finalement, du Sud-Liban. Des villes, des villages, des populations civiles. En fait, c'est la protection des populations civiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre contre-insurrectionnelle israélienne consiste et a toujours consisté à s'en prendre aux populations civiles en réaction à des attaques menées par des groupes de résistance. Ça a toujours été la politique israélienne, notamment au Sud-Liban, à partir de la fin des années 60. À chaque fois qu'il y avait une opération de guérilla menée contre les forces israéliennes s'en prenaient aux populations civiles, bombardaient les villages, perpétraient des massacres, avec toujours ce calcul de pousser les populations civiles à se retourner contre la résistance, ou obliger les populations civiles à évacuer certains villages ou certains quartiers dans une ville. Et il y a toujours cette logique de la punition collective qui a toujours été à l'œuvre, et ça a été, et puisque la partie israélienne a une supériorité militaire évidente, une puissance de feu bien plus grande, le contrôle du ciel, etc., il était facile pour la partie israélienne toujours de s'attaquer aux populations civiles. Le fait que le Hezbollah ait utilisé les roquettes Katyusha et d'autres types de roquettes pour s'attaquer à des positions israéliennes et aussi à certaines localités israélienines pour imposer un engagement de part et d'autre à ne pas s'attaquer aux localités civiles, le fait qu'il ait réussi à imposer ça à la partie israélienne, ça lui a permis
ça a renforcé sa popularité au sud du Liban, et deux, ça lui a permis d'intensifier ses attaques contre l'armée israélienne, sans craindre que l'armée israélienne s'attaque en réaction à des zones civiles. Et donc, la période qui va aller de 96 jusqu'à 2000 va être une période où on va constater une recrudescence des attaques, mais pas simplement une recrudescence des attaques dans le sens traditionnel du terme. Cette période qui va commencer, on va dire, entre la fin de la guerre civile au Liban, entre fin 1990 et le 24 mai 2000, c'est-à-dire cette décennie, puisque la guerre civile au Liban s'est arrêtée et puisqu'il y a eu une sorte de consensus interne au Liban pour soutenir l'action du Hezbollah, considérée comme action de résistance de la part de l'État libanais. Ce fait va permettre au Hezbollah de se concentrer exclusivement sur le combat contre l'occupation. Et ça signifie que le Hezbollah va développer qualitativement la nature de son action militaire, et y compris, il va pouvoir remédier à la supériorité technologique israélienne. Ça a poussé un général israélien en 96 ou 97 à dire qu'il y avait une guerre des cerveaux qui se menait au sud Liban. Parce que le Hezbollah va pouvoir, par exemple, remédier au fait que les drones israéliens qui surveillaient en permanence le sud ne pouvaient pas, à l'époque, avec leurs moyens à l'époque, détecter la présence de combattants du Hezbollah parce qu'ils avaient remédié à un certain nombre de mesures en matière de camouflage, ou en matière pareil pour les chars Mirkava qui étaient dotés de matériel de vision à infrarouge et qui détectait les corps humains qui se déplaçaient. Et donc là, le Hezbollah va pouvoir se procurer des uniformes qui cachent la chaleur des corps humains. Qui couvre la température, la thermie, oui, le dégagement thermique. Exactement. Ce qui lui a permis aussi de mener certaines attaques alors qu'il y avait ces redoutables chars Mirkava qui étaient capables de tout voir, etc. Ce que je veux dire par là, pareil pour un certain type de charges explosives, il a réussi à fabriquer des systèmes afin d'empêcher l'explosion de charges explosives télécommandées par des drones israéliens qui bombardaient le sud Liban d'ondes pour faire sauter les charges explosives télécommandées. Il a trouvé un système pour brouiller le bombardement en ondes de certaines zones. Oui, ses propres dispositifs pour brouiller la contre-mesure des Israéliens qui faisaient sauter les charges explosives du Hezbollah. Oui, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que le Hezbollah a réussi à se concentrer davantage sur son action militaire qualitativement. Et donc, ce qui signifie que ces attaques, même si elles n'étaient pas très nombreuses les dernières années, entre 96 et 2000, étaient des attaques particulièrement efficaces contre l'armée israélienne, contre les positions de l'armée israélienne. Il a aussi intensifié ses attaques contre les milices collaboratrices, ce qui a provoqué un début de désintégration de milices collaboratrices, au mieux à ce que certains collaborateurs commencent à contacter secrètement le Hezbollah et à le renseigner sur les occupants israéliens. Donc, entre 96 et 2000, ces 4 dernières années vont être des années où la résistance au sud Liban va se développer qualitativement et infliger à la partie israélienne des pertes significatives et renforcer la conviction
au sein de l'establishment politico-militaire israélien que cette présence militaire, cette occupation militaire au sud Liban devenait trop coûteuse et qu'il était plus judicieux pour Israël de se retirer du sud Liban. Il faut aussi prendre en considération le fait que une partie de l'establishment politico-militaire israélien liait l'occupation israélienne du sud Liban aux négociations avec la Syrie. Et beaucoup considéraient que si la Syrie acceptait, qu'il était possible pour Israël de monnayer un retrait israélien du sud Liban en échange d'une solution avec la Syrie qui ne permette pas au pouvoir syrien de restituer tout le Golan. Mais le président syrien d'alors, Hafez al-Assad, a insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait un retrait israélien total de tout le Golan occupé en 1967. C'est ce qui aussi, d'un point de vue politique, a poussé la partie israélienne à se retirer du sud Liban subitement, sous les coups de la résistance bien sûr, mais aussi avec cette idée que si on se retire du sud Liban, la Syrie n'aura plus de moyens de pression sur la partie israélienne. Mais la grande surprise pour la partie israélienne, ça a été le fait que ce retrait du sud Liban a été perçu par tous les peuples de la région comme étant une défaite israélienne et un retrait inconditionnel d'Israël. Et ce retrait a clairement accéléré le déclenchement de la deuxième intifada palestinienne, l'intifada d'Al-Aqsa. Et il faut se souvenir du fait qu'à l'époque, malgré les accords d'Oslo, Israël ne respectait pas ces accords, continuait la colonisation de la Cisjordanie, qu'elle occupait encore une bonne partie des alentours de Gaza, etc. Une partie de Gaza, il y avait des colonies même dans Gaza. Et il était clair que la partie israélienne ne voulait pas permettre la création d'un État palestinien indépendant. Et donc, ceci a conduit à l'échec du sommet de Camp David II entre Yasser Arafat d'un côté, Ehud Barak, le premier ministre israélien d'alors, et Clinton, le président américain à l'époque. Et après l'échec de ce sommet, c'était devenu, il y a eu cette visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, visite de provocation, sur l'esplanade des mosquées, en fait, visant à affirmer une souveraineté israélienne sur cette esplanade. Oui, une judéité sur l'esplanade qui s'appelle pour eux le mont du Temple, etc., etc. Ceci a occasionné des manifestations qui ont été réprimées et ensuite une succession de manifs réprimés qui va donner, qui vont, l'engrenage va donner le déclenchement de la deuxième intifada, mais je pense que aussi il y a eu un facteur majeur, c'est-à-dire que les organisations palestiniennes de résistance, ainsi que je pense que le président de l'autorité palestinienne à l'époque, Yasser Arafat, avait vu qu'au sud Liban, la résistance armée avait réussi à imposer à Israël un retrait inconditionnel et que donc il était possible, en utilisant différentes formes de résistance, y compris la résistance armée, il était possible d'imposer un retrait israélien. Donc, quelque part, cette victoire au sud Liban a eu un impact très important sur ce qui va se passer en Palestine. Bon, ensuite, il y a eu des développements internationaux et régionaux qui vont changer la donne en la défaveur des Palestiniens. Il y a eu les attentats du 11 septembre, la guerre contre le terrorisme, un soutien américain inconditionnel pour qu'Israël mène une guerre visant à liquider Yasser Arafat, à liquider les organisations palestiniennes de résistance.
Mais auparavant, en mai 2000, lorsqu'Israël se retire du Sud-Liban, c'était la première fois dans l'histoire du conflit israélo-arabe qu'Israël était forcé de se retirer de territoires arabes occupés inconditionnellement. En réalité, l'armée israélienne a pris la fuite du Sud-Liban. L'armée israélienne s'est retirée en 2-3 jours en abandonnant d'ailleurs une bonne partie des collaborateurs libanais à la frontière. Je me rappelle toujours d'un article qui avait été écrit à l'époque par un commentateur israélien qui disait en 1967, tous les Israéliens avaient vu dans le désert, dans le Sinaï, les chaussures des soldats égyptiens qui avaient été laissées. C'était le symbole de la défaite arabe. Aujourd'hui, à l'ère de la révolution des communications, lorsque les combattants du Hezbollah sont rentrés dans les bases évacuées par l'armée israélienne au Sud-Liban, ils ont retrouvé des ordinateurs qui étaient encore en marche et dans certains lieux, ils ont trouvé même des plats chauds. Ces images ces images sont le symbole de la défaite israélienne et ils ont été perçus par non seulement les Libanais, mais aussi les Palestiniens et l'ensemble des peuples de la région. Il est indéniable que ce retrait a joué un rôle très important dans la décision des organisations palestiniennes de déclencher à nouveau une résistance populaire et armée contre l'occupation israélienne en Palestine occupée. Merci pour cette première partie, Walid Chara. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté la première partie de cette interview. Vous retrouverez la suite dans un prochain hors-série consacré notamment à des figures comme Anis Nakash ou Imad Mournier et à l'évolution du Hezbollah plus récemment. Retrouvez toutes les autres interviews et bien sûr les 14 épisodes du documentaire dès le 9 mars 2026, toutes les semaines, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à soutenir ce podcast si vous l'avez apprécié, en le faisant connaître autour de vous, en laissant un commentaire, notamment sur Apple Podcast, ou en vous abonnant pour aider à son référencement.